On a tous entendu parler au moins une fois du Titanic. On sait tous à peu près ce qui s'est passé. Et pourtant, est-ce que vous étiez au courant que le Titanic avait coulé en partie à cause de ça? Une simple clé, à l'origine de l'une des plus grosses tragédies maritimes de l'histoire, c'est l'une des 8 anecdotes que vous ne connaissez probablement pas sur l'histoire du Titanic et que je vais vous révéler aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous saurez réellement pourquoi le Titanic a coulé. Vous allez voir que si quelques petites bêtises avaient été évitées, le paquebot n'aurait sûrement pas terminé au fond de l'océan. Spoiler alert, l'iceberg n'était pas le seul coupable dans l'histoire. En 1912, des centaines de milliers de personnes tentent de rejoindre chaque semaine l'Amérique au départ de l'Europe. Certains fuient la pauvreté et espèrent trouver du travail. D'autres veulent juste se la péter et montrer qu'ils ont les moyens de faire du tourisme. Mais à cette époque, pas de Ryanair, pas d'EasyJet. Tous ces gens n'ont qu'une seule option, prendre le bateau. Mais vu l'énorme demande, c'est la guerre entre les grandes compagnies maritimes britanniques, allemandes et françaises pour pouvoir dominer le marché. C'est pourquoi, pour tenter de dépasser ses concurrents, la White Star Line, deuxième plus grosse compagnie britannique de l'époque, a une idée. Proposer des navires plus grands, plus confortables, plus sécurisés et surtout plus luxueux que tous les autres paquebots. C'est ainsi que le 31 mai 1911, le Titanic est mis à l'eau pour la première fois. Il mesure 269 mètres de long pour 53 mètres de hauteur, il pèse 45 000 tonnes et il a été conçu pour accueillir 3547 passagers. C'est ridicule par rapport au bateau qu'on a aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était juste monstrueux puisque c'était l'un des plus grands paquebots de son époque. Mais là où le Titanic se démarque de ses concurrents, c'est dans le confort et le luxe qu'il offre à ses passagers. Un cours de squash, de véritables bains turcs et salles à vapeur, une piscine d'eau de mer et même une grande salle de gymnastique intégrant tous les appareils de culture physique les plus modernes. Le Titanic est à la pointe de la modernité. Bon, ils n'ont pas de patinoire à bord, mais ça les empêchera pas d'avoir des problèmes avec de la glace. Et cerise sur le gâteau, une attention toute particulière est portée à la décoration, notamment au niveau du grand escalier que vous connaissez tous. Sur le Titanic, il est en chêne poli avec des balustrades en fer forgé. Il s'évase vers le bas pour mettre en valeur la femme qui le descend. Quand on voit comment la plupart des femmes se sont comportées lors du naufrage, je sais pas si elles méritaient, mais ça, on en reparlera plus tard. À bord du Titanic, le prix d'une suite de luxe peut aller jusqu'à 37 000 €. Pas étonnant donc que lors de son voyage inaugural, le Titanic accueille à son bord un cercle hyper fermé des ultra riches de l'époque. Dites-vous qu'il se change 3 fois par jour et comme c'est hors de question qu'une femme porte 2 fois la même tenue pendant la traversée, les passagers de première classe embarquent avec une montagne de bagages. Charlotte Cardezza embarque par exemple à Cherbourg avec 14 malles, 4 valises et 3 caisses. Et après je me fais engueuler quand j'ai 2 petites valises de 30 kg moins. Le 11 avril 1912, après une escale à Southampton, à Cherbourg et à Queenstown pour pouvoir récupérer tous les passagers, le Titanic entame son voyage inaugural pour New York avec 2208 passagers à son bord. Le navire est déjà mythique, c'est un symbole de modernité et de puissance industrielle. Il faut imaginer des milliers de curieux qui se rassemblent à chaque escale du bateau tellement le Titanic fascine. Personne ne peut imaginer un seul instant que le Titanic n'arrivera jamais à New York. Et pourtant, il y a déjà quelque chose qui cloche. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais dans le monde maritime, il y a beaucoup de superstitions. L'une des plus anciennes concerne la mise à l'eau de nouveaux bateaux. La tradition veut qu'on baptise chaque navire qui sort de son chantier naval en lançant contre leur coque une bouteille de champagne. Si elle se casse du premier coup, tout va bien, mais si elle n'explose pas, c'est un très mauvais signe. Juste comme ça, en septembre 2005, il y a un bateau de croisière que vous connaissez sûrement, le Costa Concordia, qui rate le test. La bouteille de champagne lancée par sa marraine rebondit sur la coque sans se casser. Le Concordia, il a terminé comme ça. Vous sentez le problème arriver là ? C'est la première anecdote très peu connue de notre vidéo. Le Titanic n'a jamais été baptisé, ce qui pour beaucoup était le signe que ça allait mal tourner pour lui. Pourquoi ne pas faire cette cérémonie de la bouteille de champagne? Eh bien tout simplement parce que le chef du chantier naval de Belfast en Irlande où a été construit le Titanic jugeait que ce genre de cérémonie était contraire à l'image de modernité de son entreprise. Vous allez me dire, c'est que des superstitions, même si le Titanic avait été baptisé, il aurait pu quand même couler. Ok, ce sont que des croyances. Mais il y a un autre hasard que tout le monde a oublié dans l'histoire du Titanic et qui aurait pourtant pu très certainement empêcher la catastrophe. Tous mes rois et reines du retard là, écoutez bien ce qui va suivre. Si le Titanic était parti à l'heure, il n'aurait probablement pas croisé d'iceberg. En mars 1912, l'Olympique, paquebot frère du Titanic, est contraint de revenir au chantier naval de Belfast pour des réparations urgentes. Du coup, les derniers travaux du Titanic sont suspendus et son fameux voyage inaugural est reporté d'1 mois. Au lieu de partir en mars, il part à la mi-avril, soit pile à l'époque où la plupart des icebergs se retrouvent sur les routes maritimes de l'Atlantique Nord. En plus, manque de peau, en 1912, 300 icebergs se déplacent vers les routes maritimes au sud, pile là où le Titanic doit passer pour aller à New York. C'était pas arrivé depuis 50 ans qu'il y en ait autant. Le Titanic débute son voyage inaugural au pire moment pour se prendre un iceberg, mais de toute façon, c'est impossible qu'il coule. C'était ce que tout le monde pensait, et c'était même un argument de vente.
Le Titanic est l'un des premiers paquebots du monde que l'on pense incapable de couler. Si tout le monde le qualifie d'insubmersible, c'est parce qu'il a été pensé par les architectes navals pour pouvoir continuer à naviguer, même s'il percute un iceberg. Par exemple, les ingénieurs ont conçu un modèle hyper intelligent de 16 compartiments étanches qui est encore utilisé sur les bateaux de croisière modernes. Concrètement, ce sont des portes comme celle-ci sur mon bateau. Si jamais la coque est endommagée entre les compartiments H et G par exemple, eh bien il n'y a qu'à fermer les portes autour, comme ça l'eau ne se propage pas au reste du bateau et normalement il va continuer à flotter. Sur le papier, ça avait l'air super, on va voir que dans la pratique, tout s'est pas vraiment passé comme prévu. Mais même si l'astuce des compartiments étanches ne fonctionne pas, il y avait un plan B. Si jamais le Titanic a un problème, on pourra rapidement aider tous les passagers grâce à la petite révolution de l'époque, la télégraphie sans fil. À bord du Titanic, il y a 2 mâts de 60 mètres de haut qui sont équipés d'antennes radio, ce qui lui permet de communiquer avec d'autres navires jusqu'à 650 km de distance. Sur le navire, il y a 2 hommes chargés d'envoyer et de recevoir des messages de la part des autres bateaux autour ou de la terre ferme quand ils sont suffisamment proches des côtes. Il y a le chef opérateur Jack Phillips et son assistant Harold Bride. Souvenez-vous bien de ces 2 hommes, car on les voit pas trop dans le film Titanic, pourtant ils jouent un rôle énorme dans la catastrophe. On l'a dit tout à l'heure, mais à l'époque du Titanic, il faut imaginer que les routes maritimes sont ultra empruntées. Pour relier l'Europe à l'Amérique, tout le monde passe au même endroit. C'est clairement le périphérique parisien à 18h. Et comme le télégraphe permet de communiquer avec l'extérieur, impossible qu'un bateau coule sans qu'aucun autre navire à proximité ne vienne rapidement lui porter assistance. Ah vrai ? Vendredi 12 avril 1912, soit 2 jours avant que le Titanic fasse du rentre-dedans un iceberg. Tous les passagers vivent leur meilleure vie à bord du paquebot. Ils mangent divinement bien, ont de quoi se divertir, et petite cerise sur le gâteau, même en plein milieu de l'océan Atlantique, ils peuvent quand même communiquer avec la terre ferme. Même si les messages concernant la navigation sont prioritaires, les passagers, eux aussi, peuvent utiliser le télégraphe. Et ils adorent ça. On envoie des messages assez proches pour dire qu'on va bien, on envoie même des ordres d'achat et de vente d'actions à l'intention des marchés financiers. D'ailleurs, nos 2 petits filous qui envoient les messages, ils ont un peu tendance à privilégier les messages des passagers parce qu'ils sont mieux payés que quand ce sont des messages pour la navigation. Et ça, c'est un problème parce qu'on oublie souvent que ça jouera un rôle majeur dans la catastrophe. Dimanche 14 avril 1912, à 13h45, H-10 avant la catastrophe. Le paquebot l'America envoie un message à l'Institut hydrographique de Washington pour dire qu'il a croisé des icebergs. Cet avis est relayé par le Titanic et la passerelle de commandement aurait dû être immédiatement informée. Mais premier problème, le message n'est pas directement adressé au Titanic, donc les opérateurs n'informent pas le commandant. Et deuxième problème, vous vous souvenez que les 2 hommes gagnent plus d'argent quand ils transmettent les messages des passagers. Eh bien, il y a 2 jours, le télégraphe est tombé en panne, ils sont donc surchargés de travail. C'est pourquoi le message ne quittera jamais la station radio. Sauf qu'il est d'une importance capitale, car la position des icebergs repérés par l'America se trouve juste un peu au sud de la zone dans laquelle le Titanic va bientôt pénétrer. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'à plusieurs reprises, le Titanic aurait pu éviter son destin tragique. 21h40, H-2 avant la catastrophe. Le Mesaba adresse ce message au Titanic. Rapport de glace de Mesaba à Titanic. Présence glace par 42 degrés. Le Titanic vient de recevoir les coordonnées exactes de l'iceberg qui va percuter. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le paquebot continue de foncer à toute vitesse dans l'iceberg alors qu'il avait été prévenu? Eh bien, notre opérateur, Jack Phillips, il a une énorme pile de messages de passagers à transmettre et il ne lui reste que 2 heures pour tous les envoyer tant que le Titanic est à la portée de la station de Cap Race à Terre-Neuve. En plus, il n'y a pas le préfixe MSG au début qui aurait indiqué que le message devait être transmis de toute urgence à la passerelle de commandement. Du coup, il répond simplement par un bref « Bien reçu, merci ». L'opérateur radio du Mesaba sait que c'est un message ultra important et il veut vraiment pas que le Titanic passe à côté. Il lui laisse donc une 2e chance et pour indiquer qu'il attend la confirmation de la remise du message au commandant, il répond « Je reste en stand-by ». Malheureusement, Phillips a déjà repris l'émission de ses messages commerciaux et l'opérateur du Mesaba n'ose plus vraiment insister. C'est bien dommage car si le capitaine du Titanic avait vu le message, il n'aurait probablement pas réduit la vitesse, mais il aurait certainement ordonné qu'on renforce sa surveillance. 22h55. Jack Phillips laisse passer une dernière chance de sauver le Titanic. Le Californian, navire le plus proche du paquebot, lui envoie un message radio pour leur indiquer qu'il s'arrête pour la nuit à cause des glaces. Mais l'opérateur du Titanic essaye à tout prix de rattraper son retard dans l'envoi des messages des passagers. Il est clairement agacé par le message du Californian qui interrompt son travail et qui n'a pas inclus les indicatifs classiques des communications officielles. Du coup, Phillips l'envoie carrément chier et le renvoie. Tais-toi, je suis en liaison avec Cape Race. À partir de minuit, les opérateurs télégraphes du Titanic n'enverront plus que des messages de détresse.
14 avril 1912, 23h30 avant la catastrophe. La plupart des passagers dorment. Les vigies, donc les hommes à l'avant du navire qui sont chargés de surveiller l'océan, tentent de rester attentifs alors qu'il fait moins de degrés dehors. La suite, vous la connaissez. À 23h30, la vigie repère un énorme iceberg. Sa partie immergée fait 121 mètres de long, il pèse 1,5 million de tonnes contre 50 000 pour le Titanic. Ce que peu de personnes savent en revanche, c'est que si la vigie a vu l'iceberg aussi tard, c'est en partie à cause de ça. À l'époque du Titanic, les GPS, les sonars, ça n'existait pas. Pour surveiller la mer, on utilisait tout simplement ses yeux. Sauf que quelques heures avant le départ du Titanic, le capitaine fait un petit changement personnel. Le deuxième officier, David Blair, est remplacé par Henry Wilde, jugé plus expérimenté pour naviguer sur un paquebot aussi gigantesque. Le David Blair a un peu le somme de se faire prendre son poste à la dernière minute comme ça. Il quitte rapidement le navire et oublie au passage de prévenir son remplaçant qu'il a caché les jumelles des vigies dans un placard de sa cabine et plus important encore, qu'il est parti avec les clés du placard. Cet oubli et cette petite clé ont eu des conséquences désastreuses pour le Titanic puisque sans jumelles, les vigies ont aperçu trop tard l'iceberg de 17 mètres de haut qui a percuté le Titanic. Un des veilleurs qui a survécu a témoigné après le naufrage que s'il avait eu les fameuses jumelles, il aurait pu voir l'iceberg 3 ou 4 km avant au lieu des 500 mètres qu'il restait quand il a donné l'alerte. Les précieuses secondes gagnées grâce aux jumelles auraient sans doute permis au Titanic d'éviter l'iceberg parce qu'il s'en est vraiment fallu de très peu pour que le paquebot passe juste à côté sans endommager sa coque. Malheureusement, le mal est fait, le Titanic a heurté l'iceberg au niveau de sa ligne de flottaison, la coque n'est plus hermétique et l'eau s'engouffre très rapidement dans la fissure qui fait plus de 70 mètres de long. Le choc n'a pas été très violent, surtout pour les passagers de première classe, ça ressemble à peine à une petite vibration. C'est pour ça que certaines personnes ne se réveillent même pas, alors que 400 000 litres d'eau à la minute s'engouffrent dans plusieurs compartiments du bateau. Même si le capitaine a ordonné la fermeture des compartiments étanches, il y en a trop qui sont déjà remplis d'eau. Le verdict est sans appel, il ne reste plus que 2 heures avant que le navire coule. Minuit 5, le commandant du Titanic donne à ses officiers l'ordre le plus terrible de toute sa carrière. Monsieur Wilde, faites préparer les canots. Monsieur Murdoch, faites monter les passagers sur le pont des embarcations avec leurs ceintures de sauvetage. Mais premier problème, l'embarquement dans les canots de sauvetage ne se fait que 40 minutes plus tard. Ça aussi c'est une anecdote que je connaissais pas avant cette vidéo, mais si les membres d'équipage ont eu autant mal à descendre les canots, c'est parce qu'ils n'ont jamais été entraînés à le faire. Il devait y avoir un exercice d'évacuation quelques jours avant la catastrophe, mais il avait tout simplement été annulé par le capitaine. Dommage. Deuxième problème, le premier canot est mis à l'eau avec seulement 27 personnes à bord alors qu'il y avait 65 places. Pareil pour le deuxième canot qui part 10 minutes plus tard avec lui aussi seulement 27 personnes à son bord. Pourquoi les officiers n'ont-ils pas plus rempli les canots de sauvetage? Ce sont des centaines de passagers en plus qui auraient pu être sauvés. Eh bien le truc, c'est qu'avant son voyage inaugural, personne n'a testé la capacité d'accueil maximum des canots. Les officiers ont donc peur de les surcharger alors qu'en réalité, ils auraient pu prendre 70 à 75 passagers chacun. Deuxième facteur, au début de l'évacuation, la plupart des passagers ne réalisent pas que le Titanic est condamné à couler. Ils refusent tout simplement de quitter le navire. On leur a vendu que le paquebot était insubmersible et il paraît bien plus solide que les canots de sauvetage en bois suspendus à plus de 25 mètres de la surface de l'eau. Mais même quand tout le monde comprend que le Titanic va finir sous l'eau avec les poissons, le troisième problème, c'est que le capitaine n'a pas vérifié qu'on remplissait correctement les canots de sauvetage. Sauf que l'un de ses officiers qui coordonne l'évacuation interprète ses ordres de manière un peu restrictive et comprend les femmes et les enfants uniquement à la place des femmes et des enfants d'abord. À 1h55, le naufrage du Titanic est imminent, mais il refuse systématiquement aux hommes de monter à bord des canots de sauvetage et ceux qui tentent de quand même monter sont carrément menacés avec une arme. C'est ainsi que le canot numéro 4 quitte le bord avec 36 femmes et enfants et 4 hommes d'équipage, alors qu'il aurait pu accueillir 75 personnes. Et enfin, si certains passagers refusent encore de monter dans les canots de sauvetage, c'est parce qu'ils sont persuadés qu'un autre navire viendra porter secours au Titanic. C'est ce que tout le monde pensait. Et effectivement, les opérateurs radio envoient des messages de détresse à tous les navires à proximité du Titanic. Sauf que le seul navire à moins de 2 heures du Titanic, c'est le Californian à une trentaine de kilomètres seulement. Il aurait pu sauver de nombreux passagers. Mais souvenez-vous, l'opérateur télégraphe du Titanic l'a envoyé chier il y a quelques heures, du coup le gars est parti se coucher et a éteint sa radio pour la nuit. Il ne recevra
jamais les SOS du Titanic. C'est une belle leçon à retenir, ne vous fâchez pas pour rien avec les gens. À partir de 1h30, l'avant pique nettement dans l'eau et tout le monde comprend que le Titanic n'en a plus pour longtemps. Malgré l'imminence du naufrage, les 7 musiciens de l'orchestre continuent de jouer. Ils avaient commencé de leur propre initiative pour transmettre la tranquillité et l'espoir aux passagers pendant les opérations d'évacuation. Aucun ne survivra. À 2h20, le Titanic disparaît dans l'océan. Les plus de 1500 personnes qui n'ont pas pu monter à bord des canots de sauvetage se retrouvent dans une eau à moins 20 degrés. À cette température, leur espérance de vie ne dépasse pas 20 à 30 minutes, 1 heure pour ceux qui ont un gilet de sauvetage. Certains passagers arrivent à rester hors de l'eau en montant sur les débris flottants. Leur seul espoir, c'est que des canots de sauvetage fassent demi-tour pour les sauver. Ce sont d'ailleurs les instructions que les responsables d'embarcation ont reçues. Mais la plupart ne feront jamais demi-tour et l'explication va vous choquer. Les rescapés avaient peur qu'au moment où le Titanic coulerait, il aspirerait tout ce qui était autour de lui, y compris les canots de sauvetage. Il reste donc à distance. Mais même quand le Titanic a presque entièrement coulé et que personne n'a été aspiré, très peu d'embarcations font demi-tour, et ça, c'est à cause de l'instinct de survie de la plupart des passagers. Dans le canot numéro 8, avec à son bord 35 femmes, le matelot Thomas Jones veut se porter à la rescousse de passagers tombés à l'eau. Il entend leur hurlement tout proche alors qu'ils sont en train de se noyer. Sauf que toutes les femmes à bord se liguent contre lui et refusent de faire demi-tour. Le matelot aurait alors déclaré « Mesdames, si l'une de vous est sauvée, qu'elle se souvienne que je voulais revenir vers les naufragés. J'aurais préféré me noyer avec eux plutôt que de les abandonner. » Même scénario à bord du canot numéro 5, les femmes pleurent toutes en imaginant leur mari en train de se noyer. Les femmes pleurent toutes en imaginant leur mari en train de se noyer, mais refusent de revenir vers le navire quand on leur propose. Elles ont peur que trop de naufragés s'agrippent au bateau et le fassent se retourner. Lorsque les survivants seront interrogés, tous affirmeront qu'ils voulaient retourner sur les lieux du naufrage, mais que les responsables de leur embarcation avaient refusé. Ce n'est que 2 heures après son naufrage que le Carpathia arrive sur les lieux du naufrage pour porter secours aux rescapés. Vu la température de l'eau, il ne retrouve quasiment aucun survivant. Sur les 2200 passagers qui avaient embarqué sur le Titanic pour son voyage inaugural, 1500 ont perdu la vie. Ce sont parmi les passagers de 3e classe qu'on enregistre le plus de victimes. Ils ne sont que 25% à avoir été sauvés, contre 60% des passagers de 1re classe. Dernière anecdote méconnue autour du Titanic, au lendemain de l'accident, la plupart des journaux de l'époque affirmaient qu'aucune victime n'était à déplorer. Une bonne fake news comme on les aime. Ce n'est que le lendemain que le New York Times révèle qu'il y a eu des victimes. Affreux pour les familles. Seules 700 personnes ont été sauvées, pratiquement que des femmes et des enfants. Nous on se dit à plus tard, et si tu veux voir une autre de mes vidéos, t'as juste à cliquer ici.